Oui, je voulais savoir ce que vous entendez par surface éco-aménagée. Quelle est la différence avec un espace vert? Quelquefois on parle d'espace vert et là c'est éco-aménagé. Et c'est la même chose, c'est juste que... On ne vous entend pas, là. Eh bien, c'est la même chose, effectivement. C'est juste que dans surface éco-aménagée, on est un petit peu plus large. Par exemple, une petite allée en pavé drainant qui permet l'infiltration d'eau, bah, c'est pas vraiment un espace vert, mais c'est vrai que c'est une surface éco-aménagée. C'est pas juste du goudron ou du béton qui ne permet pas l'infiltration d'eau. C'est un petit peu plus ouvert. C'est pas 100% imperméable. Exactement. Non, ce qui fait que, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est que par contre, le coefficient ne sera pas le même. C'est-à-dire que ta pelouse, elle comptera pour 1, mais si c'est un garage internalisé, il comptera pour, je ne sais pas si c'est 0,15 ou 0,40. Et puis, comme l'expliquait Laure tout à l'heure, il y aura aussi des bonus avec l'arbre, ça peut être une toiture végétalisée, ça peut être... C'est ce que tu voulais dire? Oui, bah, ça c'était un bon exemple parce que c'est des choses qu'on ne fait pas trop. C'est un peu pour l'inciter. Faire des toitures végétalisées, ça fait gagner en fait dans le coefficient. Pareil, des D'accord. Mais alors, quand vous parlez de bonus, quand vous parlez de bonus, enfin, ou de gains, etc., quel est l'intérêt pour le particulier? Qu'est-ce que ça sous-entend qu'on peut gagner dans le futur? Non, mais c'est que, en fait, par exemple, ça va lui permettre, par exemple, de construire 10 mètres carrés de plus. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est, moi, si je fais une toiture végétalisée, je peux peut-être construire 15 mètres carrés de plus. D'accord. C'est ça, en fait. D'accord, ok. C'est vraiment ça. Je pensais que c'était un peu ça, mais bon, pour avoir un peu la certitude. Mais tout en gardant, en fait, toujours une ambiance avec le coefficient qu'on veut. Et puis de permettre l'infiltration de l'eau, enfin, je pense que c'est... Plus on imperméabilise, plus l'eau, on a du ravalement d'eau, donc l'idée c'est que l'eau puisse s'infiltrer, d'où l'intérêt des haies, d'où l'intérêt des arbres, et de toutes les surfaces végétalisées. Ça peut être aussi un mur végétalisé. Et de réalimenter les nappes également. Pas favoriser en fait la filtration d'eau. Tout à fait. Et la biodiversité, complémentairement. Et à la parcelle. Pas en externalisant, en disant, bon, c'est pas grave, je vais tout bitumer, puis je vais faire un bassin tampon. On essaie justement d'être un peu, enfin je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est l'idée qu'on permette sur chaque parcelle le plus d'infiltration possible pour éviter en fait, des aléas naturels. Pour traduire ça de façon extrême, quelqu'un qui a autour de sa maison 100% enrobé, en fait, il n'aura pas le droit. Il n'aura pas le droit, mais si ça existe, par exemple, s'il veut avoir le droit de construire, il faut qu'il en supprime une partie et qu'il mette en place des revêtements de sol ou des toitures végétalisées pour pouvoir gagner du droit à construire. C'est ça. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'avec ces coefficients de végétalisation, on va aussi contribuer à tout ce qui est biodiversité. Alors c'est vrai que pour la construction, on y pense peut-être moins, mais c'est aussi une problématique, on va dire, citoyenne et puis générale, qui est aussi particulièrement posée actuellement. Donc je pense qu'il faut l'intégrer aussi dans sa réflexion et dans l'intérêt de ce dispositif avec plus de végétalisation des espaces. C'est vraiment la nouveauté, une des grandes nouveautés du PLUI par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Oui, moi je voulais poser une question sur la frelonnière. Parce que là, effectivement, dans la présentation, on voit donc une surface assez importante qui se dégage sur le plan. Et donc aujourd'hui commence une enquête publique sur 7 hectares. Et donc moi j'aurais voulu savoir pourquoi cette enquête publique commence maintenant, alors que le PLUI n'est pas encore adopté, enfin il ne fait pas l'objet d'une enquête publique encore. Pour gagner du temps. En fait, ce projet, il est complètement incompatible avec les règles du PLU actuel. Et c'est pour ça que c'est ce qui s'appelle une mise en compatibilité. Alors là, je vais parler sous votre contrôle technique.
Mais en gros, on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, on attend le PLUI. Et ça, en fait, l'enquête publique nous permettrait, si elle est fructueuse, de gagner quasiment 1 an et demi. Bien sûr, tout ne va pas être construit en même temps, c'est une assez grande zone, et elle permettrait de débuter avant que le PLUI ne devienne effectif. Voilà, c'est ça en gros. Parce que généralement, quand on ouvre à l'urbanisation des espaces naturels ou agricoles, il y a une procédure de... C'est pas des espaces agricoles. Enfin, ils sont naturels, ils sont protégés, il y a des zones humides, ah oui, mais les boisés classés. Non mais ça, en fait, les espaces boisés classés et les zones humides, quel que soit comment dire, le zonage, il faut en prendre compte. Par exemple, sur cette zone, vous avez raison, il y a des zones humides. S'il y a pour le projet, il devra compenser. C'est-à-dire, voilà, pas construire ou alors créer des zones humides tout autour, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de possibilités. Mais ça, c'est en dehors, enfin, c'est des réglementations qui s'appliquent hors PLU, hors PLUI. Je ne me trompe pas, Madame Carré, c'est ça, techniquement. C'est un peu détourné parce que classiquement, lorsqu'on ouvre à l'urbanisation des secteurs importants comme cela, il y a une procédure de concertation qui existe, d'enquête publique. C'est ce qui a lieu actuellement. Oui, mais la concertation préalable, elle n'existe pas. Parce que là, c'est une déclaration de projet. C'est une procédure que je connais peu, parce qu'elle est assez peu utilisée, mais quel est le caractère en fait d'urgence de modifier ces zonages maintenant? Alors quand on regarde le dossier, on l'a parcouru un petit peu ce matin, il y a quand même un certain nombre d'avis négatifs de la part des services de l'État qui sont plutôt défavorables à la transformation de ces espaces-là. Non, c'est pas exactement ça. Ils disent qu'il y a des questions posées, et notamment sur les zones humides. Oui. Mais non, mais c'est pas des questions posées sur les zones humides, mais comme on sait le faire à d'autres endroits. En fait, ça n'interdit pas de construire, il faut juste le prendre en compte. Et notamment, on peut faire des très beaux projets où justement on ne construit pas sur les zones humides, et on en profite pour faire un espace de respiration. Je vais prendre l'exemple, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais des Huberlières. Vous voyez, ces zones humides, elles faisaient partie, je crois, de la zone déclarée globalement des Huberlières. C'est pour ça qu'on a construit dessus. Bien entendu, elles sont humides, on ne construit pas dessus. De la même façon pour la Trémelière, on a tout un ensemble de prairies humides sur lesquelles on ne construit pas, mais elles font quand même partie de l'ensemble. Donc en fait, quand sur cette procédure, on délimite un secteur, ça ne veut pas dire qu'on va construire tout ce secteur. Ça veut dire qu'éventuellement on ouvrira à l'urbanisation, mais en tenant compte des zones humides. Alors j'ai pas les éléments en tête, mais enfin, si ça fait 7 hectares, 8 hectares, mais peut-être qu'effectivement il y a 3 hectares de zones humides qui ne sont pas construits. Et en fait on l'intègre globalement. C'est une opération qui fait quand même 300 logements. Oui, c'est une opération très dense. Du R+6, donc du R+6 c'est du 18 mètres. Ouais, complètement. C'est quand même hyper important. Oui, mais en fait, quand on le place au niveau d'un secteur comme celui-ci, il y en a pas encore. Non, mais tout à fait. Mais on est aussi sur un secteur qui est très dégagé. C'est pour ça qu'on permet. Et en plus, sur les pré-projets, le R+6, c'est les actifs qui sont R+6. De toute façon, je crois que dans notre PLU, on ne peut pas construire en façade plus de R+4. Hein, c'est ça. Donc c'est R+6, enfin c'est R+4 plus 2 attiques. C'est 2 appartements. Et en fait, globalement, quand on regarde sur un projet comme ça, hein, parce que ça ne s'applique pas partout, quand c'est bien dégagé, ça peut donner plus de perspectives. Je dirais, vous voyez, en fait, il y a 2 techniques à construire. On construit tout à R+4. Je vais donner des exemples, peut-être que vous connaissez, sur des zones de cession qu'on puisse construire comme ça. Ou alors, on mixe les formes urbaines pour commencer à R+2, monter et mettre des R+6, enfin des R+4, plus 2 attiques, isolés, qui permettent une perspective et qui créent une nouvelle centralité. En fait, ça c'est vraiment les architectes, c'est du boulot d'architecte de faire ça en fait. Est-ce qu'on peut savoir qui est le porteur du projet? On voit justement dans le dossier de consultation que les services sont plutôt réservés par rapport à la réalité de l'intérêt général de l'opération. C'est un des avis, parce que enfin, l'intérêt général de l'opération, il est quand même aussi de construire des logements pour des nouveaux habitants et des gens qui ont des problématiques de logement.
Le porteur du projet, c'est les propriétaires, donc la famille du Golfe et le couple Lamotte. C'est parce qu'ils sont pressés qu'on n'attend pas le PLUI. Non, c'est pas parce qu'ils sont, enfin, c'est pas eux qui sont pressés, parce que en fait, si vous voulez, il y a, moi, je suis toujours dans le pragmatisme. Si on peut gagner 1 an et demi, autant le gagner, puisqu'en fait, ça fera toujours des familles pour avoir des solutions supplémentaires dès maintenant. Voilà, c'est vraiment que ça. Et aussi, par rapport, on a, nous, des engagements communautaires qu'on a définis collectivement d'à peu près 150 nouveaux logements par an. Nous, équipe municipale, c'est nos engagements qu'on prend au sérieux, on fait quelque chose. Donc, ça nous aidera à être dans ces 150, plutôt que d'être à 130 ou 120. Voilà, c'est un complément en fait. De la même manière qu'à un moment donné, sur des mandats précédents, on a pu faire 2 actes pour justement être plus, offrir une diversité de produits. Parce que c'est clair que sur ce nouveau projet, c'est complètement, oui, c'est nouveau, complètement nouveau. Et ça offre des produits qui n'existent pas sur le Rhône. Et comme on est sur une opération qui est grande, on a au sein d'un nouveau quartier comme ça, des diversités, c'est-à-dire qu'on aura y compris 25% de logements sociaux, de l'accession aidée, de l'accession libre. Donc vraiment une diversité. J'aurais quelques questions à poser à Martin Bolula, je suis président de l'association Acavia. Donc à ce titre et au nom des adhérents de l'association, j'avais 2-3 questions à poser. Surtout concernant, il y a une procédure adaptée qui a été lancée par la commune. Ça concerne une mission d'études urbaines, alors je reprends une note, préopérationnelle du quartier du centre-bourg des Landes d'Épinay. Je suppose que ça doit vous dire quelque chose. Donc j'avais une question un petit peu de sémantique par rapport à ça. Déjà la signification du terme préopérationnel, ça veut dire quoi? En fait, c'est une étude qui sera très centrée sur le commerce. Est-ce que je peux te laisser en parler, Didier? Parce qu'en fait, c'est toi qui as eu un peu les contacts pour faire ça. Et en fait, c'est vraiment une belle étude parce qu'en fait, vous verrez aussi dans le conseil municipal prochain, on demande des subventions pour pouvoir financer cette étude. Mais il y a vraiment, il n'y a rien de défini. En fait, c'est un peu carte blanche à un bureau d'études pour nous faire un état des lieux et nous dire comment est-ce que ça marcherait. Notamment, vous savez, bien qu'il y ait des recours, Casino finira par être débouté. Donc, une nouvelle surface s'installera dans le quartier des Aquais. Ça entraînera un redimensionnement de la surface utile de centre-bourg, avec des engagements de l'opérateur de le maintenir, mais pas sur cette surface. Donc on a des surfaces à utiliser, et là, l'idée de cette étude, c'est vraiment, voilà, donnez-nous des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut inciter, etc. Est-ce que j'ai complété? Oui. Alors juste pour compléter ce que vous dites, M. Boulou, moi j'ai téléchargé le CCP, là, le cahier des clauses particulières. Ce qui est intéressant de regarder un petit peu les zones concernées par cette étude. Donc il y a 2 zones principales, il y a le centre-bourg et les Landes d'Épinay, plus la zone constructible à côté du Golfe, hein, qui est intégrée aussi dans cette étude. Et donc ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment ça allait s'inscrire dans l'élaboration du PLUI. Parce que ça, c'est... et l'impact sur la chronologie qu'il peut y avoir sur la validation du PLUI. Alors, si vous avez plusieurs questions, on les reprend une par une, je laisserai le maire. Question PLUI ou cette étude-là, ça n'a rien à voir. C'est une commune, ça évolue, ça a des grands projets, mais ça a des micro-projets. Donc micro-projets, moi je suis adjoint entre autres aux activités économiques de proximité. Depuis 2001 que nous étions avec Jacques Chenu, les commerçants nous disaient comment vos prédécesseurs ont pu faire un centre-bourg aussi fermé, un centre commercial aussi fermé. Il se trouve que j'ai connu Jean Auvergne à l'époque, quand il a imaginé la réflexion du centre-bourg, on nous parlait de 0 voiture en Angleterre. Et donc son idée avait été de dire, puisqu'il n'y a pas de voiture, on va faire quelque chose de piéton, de très moderne, etc. D'où la façon dont est fait le centre-bourg actuellement. Les commerçants s'en plaignent. Donc on a fait des zones bleues pour éviter qu'il y ait des voitures ventouses et que ça tourne.
On a réaménagé les abords, etc., pour que ça soit plus joli, plus attrayant, etc. D'ailleurs, vous avez vu le dernier travail de la boulangerie, qui a mis un peu plus de modernisme dans les couleurs, etc. On était un peu figé depuis quelques années. Donc ça c'est du micro-projet. Donc on a cette problématique, effectivement, des centralités. Donc la centralité, dans ce qui est marqué dans le PLUI, c'est vraiment le centre-bourg avec ses activités. Je vous entends bien, il n'y a pas de doute, mais je me réfère au document du CCP, qui fait quand même référence au PLUI, donc si on prend les objets du marché, les désignations, vraiment tous les différents aspects, il y a quand même référence dans certains articles au PLUI. Pour les Landes. Pour les Landes, parce que les Landes sont un quartier, André Latreille vous l'a très bien expliqué, qui est le premier quartier du fait par Jean Châtel, à la fin des années 50, qui était le long d'une nationale, la 4 voies n'existait pas, qui avait fait un système pavillonnaire avec des grandes rues très très rectilignes. Ce quartier-là s'est retrouvé coincé avec les zones artisanales qui aussi a démarré à cette époque-là. Et donc ce quartier-là, il a des soucis de sécurité. André Latreille vous l'a redit par rapport à la vitesse, parce que c'est une ancienne nationale. Et donc ce quartier-là est en demande d'avoir des commerces. Parce qu'effectivement, il y a quand même 500 habitants. Et il y en aura un peu plus avec ce qui est prévu dans l'enquête publique que vous avez tout le loisir d'aller voir en ce moment. Donc ce quartier-là, il est dans le PLUI, effectivement, c'est un quartier de centralité, de faubourg, c'est pas le centre-bourg, mais c'est un faubourg. Donc on doit y réfléchir. Qu'est-ce qu'on offre à ces futurs habitants et anciens habitants, aussi en termes de commerce, de proximité. Donc cette étude-là, elle est effectivement dans notre logique, un peu de PLUI, mais pas que du PLUI, puisqu'on avait cette demande ancienne des commerçants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, faciliter la vie de nos concitoyens? En fait, elle est cohérente avec les orientations du PLUI, comme on a pu vous les présenter, mais elle n'intègre pas le document du PLUI, sauf si on avait vraiment une idée géniale. Je ne sais même plus quand est-ce qu'elle aboutit, mais je ne pense pas qu'on aura d'ici le 15 juillet un pré-résultat. Et quand on dit préopérationnel, ça veut juste dire qu'en fait, on demande au prestataire de nous donner des scénarios. Enfin, des scénarios. Alors, je vais l'accorder. D'accord, j'entends bien. J'ai une autre question toujours sur cette étude, visiblement qui a l'air de m'intéresser. Donc j'ai épluché quand même le CCP, et donc il apparaît à l'article 18.2.2, je ne sais pas vous dire grand-chose. Je cite que les enjeux de l'étude sont de proposer à la collectivité à minima 2 scénarios. Je ne sais pas si on dit scénario. C'est marqué scénario, enfin bon, on ne va pas pinailler. D'urbanisation contrastée, donc je suppose que ça doit vouloir dire de solutions différentes, contrastées, on peut l'interpréter comme ça, permettant d'aboutir à une esquisse de projet pour chacun des 2 quartiers. Ça tient la route, effectivement. Par contre, l'article suivant, l'article 18.3.1, on verra pas plus, phase 3, c'est vrai que le diable est dans les détails, mais c'est important, j'insiste. Il indiquait qu'une réunion de présentation des différents scénarios, on va dire comme ça, serait destinée à un groupe d'élus restreints et un autre à un groupe d'élus élargi. Ça, j'ai bien. Question. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un conseil municipal. Non, mais bon, ok, mais ça, à la limite, j'entends bien. Hein. Mais la question que je pose là-dessus, c'est, dans le cadre d'une démocratie participative, je pense que je vais faire plaisir à certains en citant ça, la possibilité d'associer la population à la réflexion sur ces quartiers, au moins à les convier aux réunions de présentation des conclusions de l'étude, je pense que ce serait assez opportun quand même. Je suis d'accord avec vous, mais suivant les résultats, parce qu'en fait, par exemple, admettons qu'on ne soit pas du tout convaincu des résultats, on va peut-être l'enterrer. Non, mais ça arrive, hein. Dans une vie municipale, ça nous arrive de lancer des études, et malheureusement, on n'est pas convaincu, on a des scénarios qui ne nous plaisent pas, ou qui sont trop en avance, etc., et qui ne donnent pas lieu à des projets. Par contre, effectivement, si ça nourrit la réflexion municipale, à un moment donné, ça donnera lieu à une communication vers les salles. Mais encore une fois, si c'est votre question, la première fois que ça sera présenté, ça ne sera pas présenté par le bureau d'études retenu en réunion publique. Puisqu'en fait, on ne sait même pas si on retiendra quelque chose de ce qu'il y a. Il y a de grandes chances, puisqu'on a affaire à des professionnels. C'est des gens relativement lourdes quand même. On regarde bien la durée de l'étude, va quand même basée à peu près sur 6 mois, donc c'est quand même pas une petite étude. Non, mais donc, derrière, je pense que si la commune est prête à... C'est presque un investissement. Oui, mais complètement, mais ce que je vous dis, c'est que on ne peut pas préjuger des résultats et de ce qu'on retiendra ou de ce qu'on ne retiendra pas. C'est un fonctionnement classique
de n'importe quelle collectivité ou de l'État de lancer des études pour nous éclairer avec des experts. Tout à chacun, nous les élus, on n'est pas des experts, donc on a parfois besoin d'obtenir un éclairage. Après, on est convaincu ou on n'est pas convaincu. Mais je dirais que la plus grosse probabilité, c'est qu'on retienne toute ou partie de cette étude et qu'elle donne lieu, à un moment donné, à une présentation plus élargie. Je pense que ce serait logique qu'une fois que Ouais, ça serait scénario logique. est retenu, qu'il y ait une présentation et éventuellement une concertation associée à ce scénario retenu. Tout à fait, si, encore une fois, mais je l'espère, et puis on essaiera de choisir quand même un cabinet qui nous convainc et qui a l'air de faire des trucs. Si c'est pertinent, oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, là, on est vraiment dans le pré-étude, quoi. Mais je retiens l'idée, hein. Et mes collègues aussi, je pense. Je vais juste ajouter, en 2002, on a déjà fait ce type d'études, et c'est comme ça que la programmation d'extension urbaine a pu se faire et d'aménagement de la commune s'est fait sur ce type d'études. Donc c'est vraiment quelque chose qui est classique dans le fonctionnement d'une municipalité. Si on reprend justement ce qui a pu exister dans le passé, cette étude de 2002 a donné plusieurs scénarios, plusieurs axes d'études. Et par exemple, la Trémelière, qui est peut-être le plus significatif, qui a pu ressortir de ça, je crois qu'il n'a été présenté en réunion publique que peu avant les élections de 2008, hein, de mémoire. Moi, je crois que j'arrivais sur le rôle, je me rappelle très bien de ces éléments, donc c'était fin 2007, fin 2008. Donc vous voyez, il y avait une différence entre on a quelque chose qui est donné comme un potentiel et on s'en saisit vraiment, et dans ce cas-là, on va dans nos concitoyens et concitoyennes. Alors là, c'était spécial parce que c'était des élections, mais en plus, on montre pour dire, voilà, carte sur table, ce qui est sorti là-dessus. Alors moi, peut-être que tu t'en rappelles, Chantal, mais j'imagine que sur cette étude de 2002, il y a peut-être des idées qui sont restées dans la boîte, qui n'ont jamais pu... Une étude sur le secteur entre l'Heureux et les Landes d'Apigné, et en fait, il n'y avait pas de possibilité d'urbanisation de cette zone qui avait été étudiée, la possibilité d'urbaniser avait été étudiée pour différentes raisons. C'est vrai, enfin moi j'ai l'impression, ça donne l'impression, c'est vrai qu'on a vu les cartes des zonages là, des différentes zones qui vont être présentées pour le PLUI, ça superpose par rapport, là j'ai repris sur le CCP les plans, par exemple le centre-bourg, la zone d'études, ça superpose, on a l'impression que les choses sont un peu ficelées à l'avance, quoi, ça donne cet effet-là, quoi. Non, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas les résultats de l'étude. Après, le PLU et le futur PLU donnent des grands principes. Après, l'implémentation, elle est forcément différente. On ne construit pas en fonction de ce que ça permet. Il y a aussi les opportunités. Comme on l'a expliqué, le PLU, c'est parfois à la fois conserver et permettre. Et donc, il y a des choses qui sont permises et qui peut-être ne seront pas mises en œuvre avant 10, 15, 20 ans. Et du coup, quand on fait ces études, elles s'inscrivent dans un cadre, mais elles n'ont pas pour but de tout de suite se saisir du PLUI et dans les 6 prochains mois, les 6 prochains mois d'exécution du PLUI, d'en prendre toutes les possibilités. On n'est vraiment pas dans cette dynamique. En tout cas, ce que je retiens, c'est votre souhait citoyen d'avoir un retour si c'est pertinent. On le note bien volontiers, puisque, comme j'expliquais au départ, on est plutôt dans une démarche justement de rendre compte et de concertation, comme c'est un peu le but ce soir. Voilà. Sans souci. Moi, je voudrais revenir sur les secteurs d'extension résidentielle. Si on pouvait afficher la carte du centre et de la périphérie, et notamment les secteurs Gaston Bardet et secteurs proches, donc qui sont actuellement dans le PLU au niveau... Les quartiers pavillonnaires à densifier ou les possibilités offertes autour de... Dans un premier temps, à pas densifier. C'est-à-dire les zones qui sont aujourd'hui en fait en UE, hein, c'est ça. Donc j'ai compris que les règles en fait de hauteur ou de densification c'était à peu près la même chose
que dans le PLU actuel. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout le secteur orange en fait sur la carte, hein, qui correspond au quartier Gaston Bardet et puis un certain nombre d'autres. Alors après, effectivement, on parlera des morceronniers à la périphérie. Donc là, on conserve à peu près les mêmes règles que dans le PLU actuel, sauf éventuellement sur les grands terrains, à donner la possibilité de faire des constructions en fond de parcelle, si les conditions techniques le permettent. Ma question, c'est, un certain nombre de personnes s'interrogent justement là-dessus, sur des terrains qui seraient la propriété de la commune, et notamment un terrain de foot, des espaces verts qui sont un petit peu disséminés aux confins de ces zones. Quid de ces espaces-là? Elles sont possibles, il n'y a pas de projet à l'heure actuelle. Je ne sais pas vous dire, en fait, comme on le dit, c'est permis, mais je ne sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire pour le futur, mais là, il n'y a pas d'objectif de s'en saisir à l'heure actuelle, parce que je pense que ces éléments de respiration font partie de l'identité rosoise qu'on veut conserver. On est dans une dynamique d'accueil. Donc vous parliez des terrains de foot. Ça n'aurait pas de sens d'être à la fois en disant on veut accueillir des familles, on veut notamment moderniser nos écoles, c'est ce qu'on fait actuellement. On réfléchit sur l'extension possible de notre centre de loisirs, toujours dans le même objectif, et on enlèverait des espaces de respiration dont les jeunes se saisissent. Non, il n'y a pas d'objectif dans ce sens-là. Après, à la marge, je ne peux pas dire, enfin, il y a probablement un ou deux cas dont la municipalité, enfin, vu que le PLUI, on parle plutôt des municipalités futures pourraient se saisir, c'est clair. Et on ne peut pas, alors après je parle sous le contrôle de la technicienne, enfin, on ne découpe pas au point de dire, là il y a un terrain de foot entre trois maisons, on va le conserver, voilà, enfin, on va lui mettre un zonage différent. Le PLU, c'est des voilà. règles. Le PLU, c'est des nouvelles règles, mais il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas de petits espaces verts ou petites zones identifiées du coup par la municipalité pour identifier dans le quartier qui est identifié à l'écran. C'est juste des possibilités qui sont offertes au niveau des règles. C'est juste les règles, c'est pas le projet. Oui, d'accord. Oui, mais en possibilité, justement, comme c'est pas identifié en tant qu'équipement sportif ou espace vert, le terrain de foot, demain, il appartient enfin aujourd'hui, il appartient à la commune. Qu'est-ce qui empêcherait, en fait, de construire 4 immeubles sur ce terrain-là sans modification de règlement ou graphiste, puisque le zonage existe déjà? Enfin, je pense que ce que dit monsieur, c'est qu'on pourrait, dans l'absolu, prendre le terrain, allez, on va prendre le rue de Vezin, là, c'est ça, oui, par exemple, et construire. Enfin, sauf qu'on en a besoin de ce terrain. Donc je ne dis pas que ça n'arrivera jamais dans le futur. En plus, je crois qu'il y a des problématiques de zones humides par là. Donc de toute façon, ça doit être relativement limité. Peut-être en bord de route, peut-être qu'il y a des choses possibles. Enfin, en tout cas, actuellement, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de projet. Mais on n'a pas fait une découpe, je suis d'accord avec vous, on n'a pas fait une découpe UG pour le sortir, pardon. Il vient d'être refait à neuf. Oui, celui-là en particulier. Oui. Ça va tellement vite les choses. Oui, ça va tellement. Après, je ne vous dis pas, parce qu'en fait, on a le cas du terrain rue de l'Ermitage, et vous savez qu'on va faire une résidence senior. Donc oui, c'est des choses qui peuvent exister. Je crois que, je finis et puis tu voudras compléter. Maintenant, oui, dans l'idée, c'est pas non plus de faire un zonage où le moindre mètre carré, on en limite la possibilité. Encore une fois, permettre n'est pas faire. Et je pense qu'il faut. Enfin, on construit aussi un PLU pour les 15-20 prochaines années. Donc, je voulais compléter. Je posais la question à Mme Kiriakou. À la limite, on peut sortir le terrain de foot et le mettre en UG, puisque c'est un zone équipement collectif, c'est comme ça qu'on définit. C'est une question qu'on peut se poser, hein, si c'est là le sens de votre question. C'est surtout préserver les espaces justement de respiration. Le long des chemins piétonniers, on arrive sur un espace vert. On aimerait bien que ces espaces soient conservés parce qu'ils sont petits, certes, mais que demain, dans ce cas
je comprends aussi, mais encore une fois, c'est pas le fait de le permettre qui fera que ça arrivera, parce qu'en fait, de toute façon, si j'étais dans l'autre optique, admettons que ça soit enfin, là en UG, rien n'empêcherait une équipe municipale dans 8 ans de dire moi je le passe en UE2D. Donc de toute façon, enfin, rien n'est figé sur les 30 prochaines années. Après, conserver ces chemins et ces espaces de respiration, pour moi il ne faut pas forcément tout inscrire dans le PLUI, c'est plus des projets politiques de municipalité. On peut peut-être parler des hauteurs de construction, parce que là, ce qui est proposé dans cette zone, c'est ce qui existe déjà. Oui, en plus, c'est vrai qu'ici, en l'occurrence, là, admettons que ça puisse arriver, on est quand même plutôt dans une ambiance toujours pavillonnaire. R+1, plus ATI+. Bah, ça permet de faire un collectif, oui aussi. Oui. Alors, vous parlez que le PLUI permettra, ça ne veut pas dire que ça se fera, mais ça permettra. On aurait aimé entendre les mots préserver notre patrimoine. Vous avez parlé de Gaston Bardet. Quand on regarde cette carte, on voit qu'un certain nombre de zones Gaston Bardet sont sorties. Il y a un an à peu près, il y avait le recensement du patrimoine remarquable d'Ureux. Les étudiantes et le service régional qui était responsable de cette restitution ont mis en avant comme patrimoine remarquable les 3 lotissements Gaston Bardet. À notre connaissance, Rennes Métropole n'a pas fini de classer les différents patrimoines. Ils devaient les classer en étoiles, si je me rappelle bien, de ce qui est absolument à préserver, de ce avec quoi il faut en garder une partie et faire attention sur le reste. Et puis le troisième, c'était donner des préconisations, des précautions particulières. Cette classification n'ayant pas été faite, on peut s'interroger, peut-être pas que sur l'Eureux, c'est peut-être le cas d'autres communes, par rapport au fait que les règlements et les zonages sont déterminés avant même que cette classification du patrimoine ait eu lieu. Et pour finir sur cette question du patrimoine, on voit sur la carte que sont sortis de la zone UE2 qui était précédemment, qui en sont sortis, une partie du lotissement Bardet Est, qui est le début de l'avenue des Bruyères, le début de la rue Jean Châtel, la rue des Pinsons qui fait partie du lotissement des Oiseaux, donc un côté de la rue des Mésanges qui est bien connu puisqu'un film porte ce nom et est partiellement touché, le début de la rue de Vezin, le début de l'avenue des Sports, une partie de la rue du Docteur Wagner. Toutes ces zones-là sont aujourd'hui en zone UE2 avec une règle de construction R+1 plus attique ou comble. Et là, on donne la permission de construire un étage de plus, de construire 30% de surface de plus sur des zones qui aujourd'hui sont des zones Gaston Bardet. Donc on peut s'interroger. Et la position d'Acavia, donc l'association rezoise pour le cadre de vie et l'habitat, c'est d'avoir une attention particulière sur les lotissements Gaston Bardet. Ça faisait partie des préconisations que beaucoup avaient données le 14 décembre et au Café Citoyen, d'avoir une attention particulière à ce patrimoine qui fait la spécificité d'Ureux. Il n'y a pas d'autres communes sur Rennes Métropole qui ont cette particularité. Voilà, une remarque, une question. Est-ce que ça fait partie des évolutions possibles? On voit qu'il y a beaucoup de projets d'urbanisation entre la Trémelière qui n'est pas terminée, les Aquais. Tout n'est pas vendu. Un projet de 300 logements sur la Frélonnière. Quelle urgence il y a à toucher ces petits morceaux des 3 lotissements Gaston Bardet qui font partie de notre patrimoine? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Peut-être que je n'oublierai. Je vais commencer par la dernière. L'urgence, en fait, c'est d'avoir une mixité de l'offre, parce qu'en fait, autant on peut avoir des gens sur la Trémelière ou sur un futur quartier de la Frelonnière, mais on a aussi parfois, notamment pour nos anciens, des besoins d'être plus en centralité, et c'est pas les mêmes publics, je dirais. Donc en fait, il n'y a pas de... c'est pas une vision statique, c'est une vision dynamique. C'est-à-dire qu'il faut en permanence avoir tout un tas d'offres différentes
et complémentaire. Pour moi, les offres trémelières, et c'est vrai sur la commune d'Ureux et sur d'autres communes, les offres d'extension urbaine sont en général pas les mêmes que celles de renouvellement proches des centres-bourgs. Ce ne sont pas les mêmes publics. Sur le patrimoine bardé, oui, l'Eureux est spécifique par rapport à ce patrimoine, mais ce n'est pas la seule commune. On l'a à des moindres mesures sur des communes comme Bru ou Saint-Grégoire, et qui s'interrogent de la même façon sur toute ou partie de ces parties-là. Moi, je crois fondamentalement qu'on garde une partie de notre patrimoine, mais il ne faut pas mettre sous cloche l'Eureux sur absolument tout. D'ailleurs, comme on disait, l'idée est de permettre, si il y a suffisamment, enfin, si ça suscite suffisamment d'intérêt, ça n'arrivera, enfin, si l'actuel ne suscite suffisamment d'intérêt, ça n'arrivera pas. Mais on voit aussi, et ça c'est notre responsabilité d'élu, que y compris sur des quartiers bardés, on a des constructions qui vieillissent pas forcément très bien, qui ne correspondent pas toujours à des nouveaux modes de vie. Donc, conserver, oui, mais pas conserver tout. Donc, conserver et permettre. Enfin, nous, on a essayé d'avoir un équilibre entre les deux. Est-ce que j'avais une question avant? Je ne sais plus. Sur les étoiles. Ah oui, sur le. Oui. Alors je vais laisser une technicienne parce que là, je dois avouer que je ne suis pas suffisamment technique pour pouvoir répondre à ça. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur la partie du zonage. Le patrimoine figurera sur le zonage, mais l'inventaire n'étant pas encore tout à fait finalisé, on n'a pas pu en fait avoir les cartes avec l'inventaire également dessus, mais ça viendra et ça doit être intégré au zonage. Je ne peux pas vous donner exactement de calendrier, même si de toute façon le mois de juillet c'est notre dernier moment pour avoir ce genre d'éléments, mais ça figurera bien et j'aurais dû le préciser. Après, comment ça marche? Parce qu'en fait, c'est un patrimoine, mais c'est pas de dire le patrimoine doit absolument rester figé pour les 30 prochaines années. C'est un recensement. La personne responsable de Rennes Métropole qu'on a interrogée à la fin de cette présentation publique qui a eu au mois d'avril de l'année dernière, nous parlait de 3 types de classifications. Donc la classification la plus haute, ça doit être l'église Saint-Melaine par exemple, enfin, c'est du patrimoine qu'on ne touche pas. Oui, tout à fait. Enfin, on n'est pas tout à fait dans la même problématique que des maisons construites. Tout à fait, mais il y avait quand même cette question de la nécessité de classer dans les 3 types de classification le patrimoine recensé. Donc, mais ça, c'est à l'échelon de Rennes Métropole. On peut s'interroger par rapport au calendrier. Il vous demande de poser votre stylo fin juillet. Rennes Métropole n'a, semble-t-il, pas encore posé son stylo par rapport à la classification du patrimoine, donc ça peut interroger. Ils ont un petit peu plus de temps que nous, en fait, quand ils juxtaposent, parce qu'en fait, tout ce qui est métropolitain, en fait, le travail continue, hein, c'est bien ça, Madame Carrier. Juste le temps presse, entre la fin de la remise du projet des communes et la présentation aux personnes publiques associées, il y a toute cette période où Rennes Métropole a encore toute latitude à ajouter des choses. Mais il est clair que du coup, puisque c'est c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui sera nécessaire, je pense, je pense que je vous le dis, mais vous le ferez, de bien regarder quand il y aura les documents publics, et bien regarder si vous estimez que ça a été bien pris en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas de choses à présenter. Pour finir sur ces questions-là, je réponds à vos réponses. Par rapport à l'offre différente à proposer au public, on est tout à fait d'accord. Par rapport au fait de ne pas mettre sous cloche, en effet, mais est-ce que sur ces zones-là, permettre ce qui est permis aujourd'hui, de faire un rez-de-chaussée plus un étage plus un attique, n'est pas suffisant? Ça répondra aussi, ça permettra quand même éventuellement des petits collectifs, comme vous le disiez, y compris sur les zones UE2. Pourquoi sortir ces zones Gaston Bardet de la zone UE2, puisque aujourd'hui c'est déjà possible de faire des petits collectifs avec un rez-de-chaussée, un étage et des combles ou attiques aménagés. Donc du coup c'est déjà possible de proposer qu'il y ait un petit collectif à la place d'un pavillon. Et si on peut insister là-dessus, et c'est pareil pour les Landes d'Apigné, où vous êtes aussi sur une proposition de R+2 plus A ou C, c'est comment est pris en compte la présence de pavillons à côté de ces projets. Est-ce qu'il ne faut pas aussi limiter, alors là c'est peut-être une question à avoir au niveau des permis de construire, mais de faire en sorte, quand on parle
de respecter, c'est aussi respecter les habitants d'aujourd'hui. Et un habitant qui habite un pavillon qui se trouve malencontreusement rue des Mésanges ou au Land d'Apigné, dans une zone qui va être densifiée, qui a un pavillon, qui a investi dans un pavillon à côté d'autres pavillons, qui va un jour se retrouver avec un immeuble de 12 mètres à côté. Enfin, ça pose question. Le fait de permettre quelque chose qui fasse jusqu'à 9 mètres, c'est déjà beaucoup. Est-ce que c'est pas suffisant? Quelle urgence? Là, je reviens encore sur cette question. Quelle urgence, puisqu'il y a déjà une possibilité d'offrir une offre différente, quelle urgence à toucher au lotissement Gaston Bardet? Quand on met des hauteurs, ça ne veut pas dire que la hauteur s'impose partout. En fait, ça, c'est du travail d'architecture. Le travail d'architecture vient se placer dans les règles du PLUI. Et on a aussi des architectes alors, qui font 6 ou 7 ans d'études, qui sont là justement pour prendre en compte l'existant. Et à chaque fois que nous, collectivités, on est amenés à se prononcer sur des projets, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Quand on est donc sur du R+2, plus attique ou comble, ça ne veut pas dire, dans le cadre d'une transformation qui arrivera ou qui n'arrivera pas, qu'on est absolument obligé de faire là-dessus. Vous parliez de voisins, bien entendu, ça sera le rôle des élus et des... Parce qu'en fait, on a toujours quand même une concertation en fait, avec les porteurs de projets, de prendre en compte le voisinage, le fait que ça s'intègre bien, et on peut imaginer que quand les hauteurs R+2 plus attiques sont possibles, elles soient le plus éloignées des voisins. Parce qu'en fait, on a parfois des configurations de parcelles ou d'ensemble de parcelles qui permettent de mettre les hauteurs maximum, et encore une fois, qui ne sont pas des hauteurs obligatoires, le plus éloigné possible des voisins. Enfin, ça, c'est vraiment du travail d'orfèvre, d'architecture. C'est pas parce que c'est permis dans le PLUI qu'on fait absolument tout. Vous allez sur toutes les zones, même actuelles, d'extension urbaine, on va avoir des gens qui vont faire, voilà, ou des porteurs de projets qui vont faire des R+1 plus comble, ou parfois R+3 sur seulement une partie. Donc, voilà, c'est ce travail fin d'intégration par rapport à l'existant, et qui est vrai et sensible, et sur lequel toute équipe municipale qui est responsable sera amenée à se prononcer et à discuter avec les porteurs de projets pour trouver le meilleur compromis possible. Mais il est clair que dans notre état d'esprit, l'idée, quand on permet, quand un zonage permet, quand un zonage est permis sur une parcelle, c'est pas de remplir absolument partout et de dire voilà, j'ai possibilité de faire partout et je vais mettre le moindre centimètre va être exploité. Enfin, c'est pas comme ça qu'on voit nous le renouvellement du Rhône. Ah bah. Chantal? Non, il y a quelqu'un qui pose une question. N'hésitez pas, hein, chers collègues, à me compléter. Juste pour rebondir à votre réponse précédente, c'est un peu prendre en otage quand même les gens qui sont propriétaires d'un pavillon dans l'hypercentre. Puisque je suis propriétaire d'un pavillon dans une zone qui est soumise à cette réglementation, mon voisin vend, il vend notamment à un promoteur immobilier par exemple qui souhaite faire un R+2 plus attique sur le terrain. Voilà, soit j'accepte sa proposition et je cède également pour faire un collectif plus grand, ou soit je me retrouve avec un gros collectif à côté de moi, quoi. C'est déjà le cas, puisqu'il y a 2 ou 3 maisons dans ce secteur-là qui sont en vente aujourd'hui au Reux et qui ne se vendent pas parce que les propriétaires attendent justement les changements de réglementation pour faire passer leur projet. Vous pouvez le voir comme ça, mais il y a peut-être aussi que des maisons ne se vendent pas parce qu'elles ne correspondent plus à des usages. Et donc, qu'est-ce qui serait le contraire? C'est de dire, on va laisser au fur et à mesure des biens se détériorer et rester
sans affectation. Voilà, nous on Le essaie de prix prendre de le vente meilleur compromis. attend la promotion et non le propriétaire individuel, peut-être aussi. Il y a certains biens qui ne sont plus en vente en attente du changement du PLU. De la spéculation immobilière. Ils attendent. Non, n'exagérons pas. Là, j'entends des termes un peu excessifs. Prise d'otage. Je veux dire, quand on est dans un pays qui vit sous le terrorisme, moi, ça me dérange un peu qu'on mette ça. Spéculation immobilière, faut pas non plus arrêter. On a un projet métropolitain qui est d'essayer de maintenir des prix qui soient raisonnables. Et d'ailleurs, on réussit, puisque par rapport à d'autres métropoles, on est une des métropoles qui est les plus accessibles en accession. Donc, voilà, il faut aussi quand même un peu mesurer certains propos. Maintenant, oui, il y a des porteurs de projets qui parfois, il y a aussi, dans le contraire, des gens qui ne veulent pas bouger et qui ne seront pas obligés de vendre. Après, on ne peut pas laisser indéfiniment les mêmes règles s'appliquer que celles des années 70. Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde collectivement qu'on ne vit pas de la même façon et que l'intérêt général est aussi qu'on permette à tout à chacun de trouver des produits adaptés à son besoin. J'en parlais tout à l'heure en introduction. On n'est plus dans une époque où nos enfants, quand ils quittent le cocon familial, vont tout de suite s'installer dans un pavillon. C'est plus comme ça que ça marche. Ça a pu marcher comme ça dans le passé, mais c'est plus comme ça que ça marche. Donc on est dans une démarche d'habitat qui est complètement différente. D'où la possibilité d'offrir des biens différents. Mais s'ils avaient les moyens, ils pourraient très bien prendre une maison. Donc c'est pas vraiment. Pas forcément, ça dépend des besoins. Un enfant qui se marie et qui a les moyens, il ira choisir quelque chose de plus agréable qu'un appartement dans une cité. Donc c'est pas vraiment un argument. Si, parce que en fait là vous me parlez de jeunes qui sont en couple et qui ont des projets de famille. Tout le monde n'a pas les mêmes projets. Il y a beaucoup de gens. Il faut aussi regarder la sociologie telle qu'elle est actuellement. On est même sur une commune comme l'Heureux, alors j'ai plus les pourcentages, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais je crois que c'est 45% des foyers où il y a une seule personne. C'est énorme, on s'en rend pas compte, parce que peut-être que tous ici, on n'est pas dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de gens qui le sont. Vous voyez ce que je veux dire, y compris des jeunes. L'âge où on se met en couple, on va dire, a beaucoup augmenté aussi par rapport à il y a 30 ou 40 ans. On est dans une autre démarche. Après, je conçois bien, et d'ailleurs on le voit dans le succès sur des zones comme la Trémelière, des lots libres ou des maisons d'accession aidée. Oui, ça part bien dans les familles, mais quand vous êtes seul et que vous n'avez pas ce projet, ça ne va pas vous intéresser. Donc vous voyez, il faut vraiment travailler pour tout le monde. Et vous n'avez pas l'impression, avec toutes ces constructions, en fait... Je vais vous donner le micro, parce que tout le monde ne profite pas de... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec toutes ces constructions, on va de plus en plus, déjà, c'est le cas, mais sur une cité dortoir, parce que c'est moins cher que Rennes, on est à 6 km de Rennes, et on le voit bien qu'il n'y a pas de vie réellement. On parle de centre-bourg, on parle de commerce, les commerces ferment, un après l'autre. Attendez, alors moi je ne sais pas ce que vous avez... Moi ça fait 3 ans que j'habite l'Heureux, je suis venu parce que mes beaux-parents habitent là et que ça m'a plu, d'accord? Je me rends compte que plus on va et moins j'ai l'impression de vivre dans un village parce que ça construit et que ça devient une cité dortoir. On le voit au niveau du trafic des voitures le matin où on voit bien que les gens viennent dormir heureux et rentrent chez eux, quoi. Et, voilà. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui viennent contredire ce que vous dites. Sur l'Heureux, il y a à peu près 5200 emplois. D'accord? Mais il se trouve qu'on est, et ça c'est aussi, c'est plus la même chose que il y a 30 ou 40 ans, on est dans un monde qui est beaucoup plus ouvert. On n'est pas limité à un territoire. Je veux dire, les emplois qui sont sur l'Heureux,
ils ne sont pas pourvus que par des resoirs. Et donc on a un phénomène, et d'autant plus dans les grandes métropoles, et c'est de plus en plus vrai, d'entraînement où d'ailleurs les gens déménagent souvent beaucoup plus vite qu'avant. On est reçoit pendant 3 ans, après on devient mitochois, on revient sur l'heureux. C'est des parcours de vie que moi je vois, que nous, équipe municipale, on voit dans toutes les nouvelles arrivées et tous les nouveaux départs. De plus, on est quand même dans une cité pour les gens qui veulent s'intéresser et qui veulent aller vers les autres, où on a quand même tout un tas d'associations et de sports. Enfin, moi, comparons ce qui est comparable par rapport à d'autres villes, vous n'avez pas toutes les villes qui ont ces associations dynamiques ou ces équipements sportifs qui permettent aussi, quand on rentre du travail, de faire autre chose le soir. Enfin, je vous engage vraiment à regarder tout ce qui est possible et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. C'est vrai que ma collègue à la communication me souffle, qui suit regarder l'hebdo chaque semaine pour voir qu'on peut trouver une occupation qui nous permettra de sortir de chez nous, si on a envie, quasiment chaque soir. Mais on n'est pas obligé, pareil. Hein. Je veux dire, nous, on n'est pas... On essaie d'être des facilitateurs et de proposer des choses. Maintenant, pour les commerces, oui, il y a des commerces qui ferment, mais il y a aussi des commerces qui ouvrent. On n'est plus dans le... Alors, je pense que vous faites peut-être allusion à la fermeture du marchand de journaux. Mais la fermeture du marchand de journaux, si vous croyez que c'est qu'une problématique rosoise, je peux vous rassurer, c'est partout en France. On a à Paris des dizaines et des dizaines de ces commerces qui ferment. Pourquoi? Parce que le monde évolue, il y a la digitalisation, il y a beaucoup plus de gens qui regardent leur magazine sur Internet, qui sont abonnés autrement. Donc oui, on aura des modifications et des fermetures de commerce. Mais il y a aussi des nouvelles opportunités qui se créent. Mais encore une fois, c'est à nous citoyens aussi d'aller dans ces commerces. Parce que si on n'y va pas, c'est sûr qu'ils fermeront. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être portés par une municipalité aussi dynamique ou volontaire soit-elle. Parce qu'on ne peut pas créer un besoin qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous vouliez compléter sur ce sujet, mais enfin, je pense qu'on est une cité objectivement équilibrée. Mais les modes de vie sont tels que oui, les emplois d'Heureux ne sont pas pourvus que par des resoirs, et donc ça vous donne cette impression que tout le monde rentre, que tout le monde bouge le soir, mais il y a aussi beaucoup de gens qui rentrent chez eux ailleurs, parce qu'ils travaillent toute la journée Heureux. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, on a bien en ligne de mire le développement de l'activité commerciale avec la nouvelle Super U qui va s'installer et dont on a travaillé avec le futur exploitant pour garder un dynamisme commercial en centre-ville. Donc c'est l'objet de l'étude qui a été proposée tout à l'heure, sur laquelle on a déjà discuté. Et dans notre perspective, c'est bien le dynamisme du centre-ville qu'on veut conserver. C'est très clair, ça, c'est réaffirmé. Et là, juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a un cadre qui doit être adapté pour les commerçants. Mais il faut aussi que les commerçants viennent, ça c'est pas la ville, on peut être attractif, mais c'est pas nous qui installons les commerçants d'une part. Et puis après, il y a la qualité professionnelle, commerçante des uns et des autres, et on sait que le commerce n'est pas une science qui se programme, hein. C'est une alchimie un petit peu complexe, hein. Il suffit de voir partout dans les centres-villes, il y a des commerces qui ouvrent, des commerces qui ferment, et des commerces... de fleuristes peuvent ne pas avoir le même succès parce qu'ils n'ont pas la même relation, la même proposition aux clients. Il faut aussi qu'on ait bien ça en ligne de mire. Et puis il y a aussi la fréquentation de la population, l'attractivité aussi des uns, qu'on peut avoir nous dans notre centre-ville et l'intérêt d'y faire ses courses parce que ce sont des commerçants de proximité qu'on trouve que c'est intéressant qu'ils y soient. C'est à nous aussi d'y aller. Moi, je rajouterais un petit peu aussi la bonne fréquentation du marché. Je sais que le samedi matin, quand même, on est beaucoup à s'y retrouver. Les commerçants qui sont là sont, je dirais, très heureux d'être là. Ils disent que c'est un marché où il y a une bonne ambiance. Et Didier me soufflait que c'est le 3e plus important de Rennes Métropole, en excluant bien sûr le marché des 10.
Oui, mais je pense que béton doit être devant. Et Bru. Et Bru. Béton et Bru sont plus gros que... Donc oui, on pourrait certainement faire mieux, mais d'ailleurs, au fur et à mesure que la ville va s'agrandir, je veux dire, objectivement, ça crée aussi des opportunités pour des nouveaux commerces. Pardon ? Non, il n'y a pas de cellule. Or, en dehors de la problématique, oui, enfin, il y a la pharmacie, mais la pharmacie, elle a bougé, voilà. L'épicerie fine. L'épicerie fine, oui, l'épicerie fine. Alors après, c'est un commerce très particulier. D'un côté, vous dites que vous voulez développer des commerces, et d'un autre côté, vous dites qu'effectivement, le commerce est difficile. Non, mais certaines propositions sont difficiles. Par exemple, si un magasin de vêtements venait s'installer au Rhône, je trouverais ça très bien. Mais objectivement, en ayant une grande ville comme Rennes, qui a tous les magasins possibles, vous voyez bien que ça ne marchera pas. Voilà. Ça date pas d'hier. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des offres différenciées. Monsieur l'adjoint aux activités économiques de proximité veut me compléter là-dessus. Bah oui, puisque effectivement, c'est pas parce qu'on a 2 cellules-villes momentanément qui sont effectivement l'épicerie fine, qui était une pharmacie, puisque monsieur est là que depuis 3 ans, donc avant c'était une pharmacie, qui a elle-même déménagé, et ensuite l'ancienne pharmacie aussi a redéménagé rue de Rennes. Donc on voit bien que là on a eu des mutations qui font qu'on a 2 cellules vides. Dans le règlement interne de la municipalité qui date de Jean Auvergne de 1981, il est interdit de transformer ces cellules commerciales en appartements. Or, on a des demandes. Il y a des personnes qui nous disent « je suis propriétaire d'une cellule, j'aimerais bien la transformer en appartement ». Donc à chaque fois que je les reçois, je leur montre ce règlement qui dit « non, nous avons une volonté de garder et de préserver du commerce de centre-ville pour justement avoir l'esprit un peu village, hein. C'est pas parce qu'on est passé à 9000 habitants qu'on n'a pas cet esprit village. Et quand nous avons fait l'appel d'offres pour la nouvelle surface commerciale, il y avait 3 concurrents. Il y avait Carrefour, il y avait Intermarché, il y avait U. Les 3 concurrents avaient obligation de garder la supérette du centre-ville. Celui qui ne la gardait pas était éliminé. Il se trouve que Intermarché était propriétaire des murs de l'U-Express actuel, donc avait une possibilité, s'il le voulait, de faire quelque chose. Carrefour nous a demandé est-ce que vous avez 400 mètres carrés à nous proposer. On leur a dit non. Dans le centre-ville, pour l'instant, toutes les cellules sont prises, donc il n'y a pas ces 400 mètres carrés. Et U-Express, puisque c'était le même porteur de projet, a dit oui, évidemment, moi je réduis à 400 mètres carrés parce que ça sera trop grand, trop en centre-ville, mais je le garde. Ça, c'est une volonté municipale. C'est nous qui l'avons écrit. On a dit dans le cahier des charges, nous voulons garder la supérette pour que ce soit une locomotive pour tous les autres commerçants. Et croyez-moi, les autres commerçants, quand j'ai fait des réunions avec les associations de commerce, parce que j'en ai fait 3 dans cette période-là, sous la responsabilité du maire, effectivement je leur rendais compte à chaque fois, les commerçants nous demandaient sans arrêt, vous n'allez pas nous lâcher. Vous n'allez pas dire, tant pis, vous avez maintenant quelque chose à quai et on ferme la supérette. On a écrit qu'on voulait préserver. Donc quand on met dans le PLUI préservation de la centralité, il faut savoir ce que veut dire ce mot centralité. Il y a effectivement une centralité immobilière, des gens qui y habitent déjà dans des collectifs. Hein, si vous regardez le centre-bourg, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la hauteur de l'immeuble juste à côté de la poste où en dessous vous avez l'auto-école? Est-ce que vous êtes capable de me dire si c'est du R+2, du R+1, du R+3, du R+2 plus attique plus con ou pas? Ben, je vous invite à le regarder demain matin quand vous passerez devant. Vous verrez que c'est déjà beaucoup plus haut que ce que nous sommes en train de proposer. Excusez-moi, par rapport au U qui ouvre, oui. C'est donc le même propriétaire qui a le Super U, le U-Express. C'est le même propriétaire, je répète la question pour tout le monde, donc c'est le même propriétaire qui a le U-Express, oui. D'accord. Il s'est donc engagé à réduire à 400 mètres carrés sa surface du bourg. Réduire à 400 mètres surface du bourg, oui. D'accord. Et en gardant bien sûr son commerce, en plus c'est à lui. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, il vous a dit qu'il gardait ce commerce pour effectivement... C'est dans le compromis de vente avec le groupe U. D'accord. C'est lui qui va être propriétaire du grand U. Oui. Rien ne l'empêche demain de dire je ferme mon petit U Express, ça marche pas. Il n'y a pas... C'est dans le contrat. Alors c'est dans le contrat, oui, si vous me dites pour les 10 prochaines années, on est dans un système qui n'est pas d'économie administrée, d'économie libre, donc oui, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mais par contre, nous, on y croit, et les projets qui nous a montrés... Non, mais attendez, après, il y a une offre commerciale, il y a une réalité commerciale. Si, au final, ça correspond à 3 personnes qui viennent, ça ne marche pas. Mais par contre, justement, je reviens au PLUI, permettre cette centralité
de centre-bourg est proche. Ça permet aussi à tout un tas de gens qui ont envie de vivre qu'en marchant 200 mètres autour de chez eux, justement d'avoir ces possibilités. Donc, je dirais que ces commerces ne sont crédibles que si justement on offre des logements qui sont à côté. Voilà, non mais c'est vrai, c'est toute une dynamique. Là, il est jugé par toute une dynamique. Il a ce commerce, il va falloir donc qu'il paye du personnel. Il va avoir un magasin de 400 mètres carrés, donc réduit à ce qu'il est aujourd'hui. Il va monter un U de 1000, je sais voilà, pas. 1900 voilà. Mètres carrés. Non, mais il y a des synergies entre les deux. Tout à fait, mais il est jugé parti, c'est-à-dire il est dans les deux camps. Il ferme demain son petit U Express, qui est tout à fait logique, parce que il s'en foutra royalement des gens qui viennent à pied. Et on voit la fréquentation. Mais encore une fois, non, mais non, si ça marche. Mais, monsieur, vous avez un avis définitif, mais dans ce cas-là, je vous enjoins, si jamais ça arrivait, à racheter ce commerce et à le faire à l'exploiter. Dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et je peux vous dire que depuis 30 ans que je suis dans le monde de l'entreprise, du moment où un même patron a une petite surface et 2000 mètres carrés, d'accord, cette petite surface, à un moment donné, bien sûr qu'il s'est engagé. Engagé sur quoi? Vous dire je vais garder le centre-bourg. Donc c'est une erreur. Je crois que vous avez pas, monsieur, on peut être erreur flagrante. On peut être dans la défiance totale. Mais c'est une erreur flagrante d'avoir vendu, d'avoir accepté le projet. Vous allez prendre ma place, monsieur. Là. Mais je vous dis, c'est une erreur flagrante de permettre une surface moyenne pour eux. C'est ça que vous dites. Non. Alors, une erreur flagrante d'avoir accepté le projet d'un propriétaire d'une petite surface au RE pour prendre 2000 mètres carrés à 500 mètres à pied, d'accord, et qui va obligatoirement, je peux vous le signer maintenant, que dans moins de, à l'ouverture des 2000 mètres carrés, je vous donne 6 mois pour qu'il ferme son petit U-Express du RE qui lui coûte 3 personnes plus... Mais qui lui rapporte un peu d'argent quand même. Mais pas du tout. Le utile lui rapporte pas d'argent. En fait, ça fait des années qu'il fait ça à perte et qu'il n'a pas de salaire. Merci. Bon, moi je pense que... Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les 2000 mètres carrés. Mais oui, mais vous pouvez souffler. Il y a on pas a le casino. Le casino qui fait 2900. Bon, de toute façon, je ne vous convaincrai pas, donc voilà. Bah non. Michael, peut-être rappeler que parmi les 3 concurrents, parce qu'on a fait l'erreur flagrante de prendre U-Express, les 2 autres concurrents ne maintenaient pas une supérette en centre-ville. Donc ça a été éliminatoire. Il n'y avait que lui qui proposait. Et d'une. Dans le contrat que nous avons signé avec eux, nous leur avons dit que nous voulons voir les documents comptables, c'est dans le privé, mais moi aussi, et aussi dans la finance, on veut voir les documents comptables pour qu'ils nous prouvent que leur petite supérette, si elle perd un petit peu d'argent, ne compense pas l'argent qu'ils gagnent sur la grande. Je m'explique. S'ils gagnent 100 000 euros sur la grande et qu'ils perdent 50 000 euros sur la petite, ils gagnent quand même 50 000 euros au final. Donc dans le contrat que nous avons signé, ils ne ferment pas la supérette si globalement ils ne perdent pas d'argent relativement. Après, nous sommes sur des contrats juridiques. Donc quand vous dites je vous le mets dans 6 mois, ils ferment, etc., nous avons un engagement de leur part. Regardez ce qui se passe actuellement dans le magasin que je ne vais pas citer, qui se trouve au Landapigné, puisqu'ils nous mettent des bâtons dans les roues pour retarder le projet que les Rezois attendent, cette supérette de 2000 m² aux Aquets, les Rezois ne vont plus faire leurs courses. Les Coursois ne vont plus faire leurs courses, ils perdent de l'argent. Je ne vais pas vous donner non plus les centaines de milliers d'euros qu'ils perdent chaque année, mais j'ai les chiffres, parce qu'effectivement on peut les avoir facilement. Donc, qu'est-ce que feront à un moment donné les Rezois si U ne respecte pas ses engagements? Moi je crois beaucoup à ces démarches citoyennes, c'est-à-dire on va plus faire les courses et du coup le grand il va se poser la question de fermer le petit. Et je vous dis, on a mis dans le contrat qu'on voulait voir les documents comptables. C'est marqué dans le contrat, c'est signé dans le contrat. Alors après, vous ne savez pas tout ça, mais on n'est pas non plus des lapins de 6 semaines, donc on fait ce qu'il faut pour que tout se passe le mieux possible, et puis on verra effectivement si c'est vous qui avez raison, ou nous qui avons mis tous les garde-fous possibles, et si dans tous ces garde-fous possibles, il y avait une petite faille. On verra. J'espère me Très bien. Je vais peut-être prendre une ou deux dernières questions, parce qu'on arrive le 22h30, que je pense collectivement, on peut se dire que c'est une bonne heure pour rentrer chez soi. Oui, bonsoir. Excusez-moi.
Allez-y, puis je prendrai votre question, madame. Voilà. Oui, je voulais juste revenir sur vos propos liminaires par lesquels vous avez introduit la réunion, en disant comme ça, voilà, je vous présente le PLUI pour que vous ressentiez un peu l'ambiance que sera notre commune dans les 10-15 ans à venir. Il y a deux petites zones que vous avez identifiées sur le hypercentre qui m'inquiètent un peu par rapport à cette éventuelle ambiance future, qui sont les zones, je ne lis pas très bien, mais ça doit être de l'UB2, qui se situe donc l'une sur le parking de l'école Sainte-Marie, grosso modo, et l'autre entre ici même, l'autre lieu, et la MAPA. Et puis également un petit carré en haut à gauche. Ces zones-là me paraissent quand même se projeter dans ce que moi j'appellerais, excuse-moi l'expression, mais un peu du bourrage urbain. Du quoi? Du bourrage urbain. Ah d'accord. Non, mais on n'avait pas compris. Le micro n'a pas bien marché. R plus 1 plus statique. R plus 1 plus statique. Extrêmement rythmé. Quand vous regardez entre l'autre lieu et la MAPA, là globalement il ne reste que de la voie pour construire. Non, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est marqué que ça arrivera. Enfin, si c'est pas habitable, ça peut, puisque dans vos propos d'introduction, vous avez aussi dit que c'était fait pour permettre. Oui, pour permettre, mais pas pour obliger. Mais après, on va pas recenser centimètre par centimètre ce qu'on ne veut pas. Ça serait contraire à l'esprit du PLUI ou même du PLU actuel. Il y a plein d'endroits dans le PLU qui sont tagués et où rien ne se passe parce que c'est pas opportun. Vous voyez? Après, oui, on ne définit pas centimètre carré par centimètre carré ce qui doit arriver sur les 20 prochaines années. Il faut une certaine souplesse d'adaptation. Donc, là-dessus. Il y avait la question de madame qui demandait quand est-ce que ça commence, rue de l'Ermitage, parler de la résidence senior. Alors, le permis, on l'a vu et il est déposé. Oui, de manière unique, on l'a vu, il est en cours de dépôt. Alors, ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est des montages financiers compliqués. Là, actuellement, on est sur des débuts de travaux fin 2019. J'ai plus les trucs en tête. On en parlera beaucoup lors du Conseil des aînés, mais là, je dois avouer que je n'ai pas préparé ça, parce qu'en fait, c'était un peu hors PLU. Mais oui, ça va commencer. Et j'avais madame, et je propose de terminer là-dessus, si vous voulez bien. Deux petites questions. Juste tout à l'heure, vous avez parlé des zones humides. J'avais juste une petite question concernant les espaces boisés protégés. Qu'est-ce qu'il en sera au terme du PLUI? Est-ce qu'ils seront toujours boisés protégés? Est-ce qu'ils seront compensables? Non, c'est trop technique. Je préfère vous laisser répondre. Je pourrais donner un éclairage politique, mais l'éclairage technique. Pour faire simple, les espaces boisés classés du PLU actuel sont tous conservés. Il y a juste une spécificité apportée par le PLUI. On pourra classer des haies remarquables, disons, au titre paysager supplémentaire. Disons, on va pouvoir classer quelques haies paysagères supplémentaires, mais ce qu'on avait déjà classé en EBC sera maintenu tel quel, avec la même classification identique dans le PLUI. J'avais une autre petite question. Tout à l'heure, vous aviez montré un petit schéma de densification urbaine où on voyait des espaces plus privatifs, où je pense qu'on voit en rose là les gens qui veulent construire de manière individuelle. Et le troisième schéma sur la droite, vous avez parlé du fait que des gens pouvaient se mettre d'accord éventuellement quand ils ont des grandes parcelles à faire des projets communs. Donc est-ce qu'on doit s'attendre à se voir transformer nos chemins piétonnés d'aujourd'hui en voies d'accès pour des futurs lots par l'avenir? Non, mais là, en fait, vous voyez, c'est le même. Il n'y a rien ici, en fait. C'est pas un endroit. L'idée, c'est des fonds de parcelles où les deux se touchent et où les propriétaires qui deviennent un peu copropriétaires, parce que je vois mal comment on peut faire un projet comme ça dans son coin, parce qu'il faut quand même se mettre d'accord, construisent une voie, en fait. On n'est pas sur les chemins piétons. Encore une fois, les chemins piétons, comme vous tous ici, je pense, et comme nous, équipe municipale, ça nous tient à cœur. Ça fait partie de l'identité resoise. Non, il n'y aura pas de passe droit d'accordé au cas par cas pour donner des accès à des terrains ou à des parcelles qui sont enclavées aujourd'hui. C'est un peu mon interrogation. Sous notre responsabilité, je pense pouvoir vous dire non. Après, moi je ne contrôle pas le futur, ce qui se passera en 2030. Mais c'est pas du tout l'état d'esprit, au contraire. Vous voyez que à chaque fois que ce sera noté noir sur blanc dans le PLUI ou pas du tout, ce sera laissé à l'interprétation de la municipalité en cours?
Ça, je pense que c'est pas des choses qui sont PLUisables. Voilà. Les cheminements piétons, ils sont tous classés domaine public aujourd'hui. Donc c'est quand même difficile de construire sur un chemin piéton. Aujourd'hui, c'est pas des parcelles en fait, qui sont exploitables pour l'urbanisation comme un fond de parcelle, par exemple, comme ça peut être présenté ici. Encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas du ressort du PLU ou du PLUI, mais qui sont du ressort du projet politique des équipes que vous élisez lors des élections municipales. Après, je peux vous dire qu'à la marge, je pense qu'on a des cas où des fois on rétrocède quelques mètres carrés, mais c'est vraiment à la marge. Il a pu arriver qu'il y ait un bout de chemin qui se fasse, mais pas pour le faire disparaître, quoi. Enfin, c'est vraiment à la marge, quoi. Enfin, nous, équipe municipale actuelle, on tient à ces cheminements doux, tellement qu'on les pratique le plus possible dans les nouveaux quartiers. Voilà, on en ajoute. Voilà, je parle sous le contrôle de l'adjoint qui s'occupe de ces sujets. Si vous permettez, je vais conclure maintenant. Merci à tous pour cet échange. Et puis, vu l'intérêt que vous montrez aujourd'hui pour le PLUI, je ne doute pas que vous serez à nouveau actif quand la période d'enquête publique se passera. Et puis, au fur et à mesure, quand les documents arriveront, donc en mairie, dans toutes les mairies de Rennes Métropole, tout Rennes Métropole, c'est la spécificité, mais bon, vous viendrez certainement plutôt en mairie du Reux consulter les parties reusoises, donc début 2019. Merci à toutes et à tous.